Bonjour et bienvenue sur TV 78 pour cette journée spéciale depuis Port-Marly pour l'Université des Mairies, le rendez-vous des collectivités locales de l'Ouest parisien. Journée spéciale en direct avec toute une série d'émissions. Nous reviendrons sur le programme dans un instant. Tout d'abord, 3 invités nous ont rejoints pour débuter cette journée. Pierre Bédier, bonjour, président du Conseil départemental des Yvelines avec le micro. Gérard Larcher, bonjour, président du Sénat. Bonjour et sénateur des Yvelines. Et sénateur des Yvelines. Et puis Guy Pellissier également, bonjour à vous, président de l'Union des maires des Yvelines. Bonjour à vous. Parlons un petit peu des enjeux déjà de ce rendez-vous, de cette édition 2019 de l'Université des Mairies pour vous aujourd'hui. Écoutez, dans un premier lieu et dans un premier temps comme celui-ci qui devient vraiment traditionnel, on est absolument ravis de vous accueillir toujours plus nombreux. Comme je disais en confidence tout à l'heure, mais vous savez, les confidences, c'est comme les confessions, il faut les partager, au président Larcher. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 1000 personnes qui se sont inscrites pour déjeuner et 1900 inscrits à cette université, cette 12e université, 12e édition. Donc vous voyez, ça ne vous échappera pas. Nous sommes aujourd'hui en 2019 dans une période tout à fait particulière que vous ne connaissez pas, mais que vous allez apprendre tout au long de la journée. Il semble que dans 5 mois, il y a des élections à venir et qui, a priori, devraient pouvoir vous intéresser. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas en liminaire. On va préciser comment s'organise ce rendez-vous de l'Université des Mairies sur place. Il y a toute une série de rencontres, de débats aussi. Des stands sont installés. Vous en verrez des images tout à l'heure sur notre antenne. Moment d'échange, je le disais, des échanges qui ont lieu tous les ans avec de nombreux participants, presque 1 millier. Le programme sur notre antenne, il y aura aussi des rencontres et des débats. Il va s'afficher. Vous verrez tous les rendez-vous que vous pouvez suivre en direct sur notre antenne de TV 78. Et puis ce sont des émissions, bien évidemment, à revoir aussi tout au long des prochaines semaines. Et puis ce constat, les élus qui jettent de plus en plus l'éponge, qui sont un peu désabusés. Pierre Bédier, est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ces maires qui jettent l'éponge ? Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter, parce que est-ce que je peux paraphraser le président Larcher en disant que la commune, c'est la petite république dans la grande ? Et si les maires arrêtent parce que il y a l'agressivité considérable de nos concitoyens, parce qu'il y a les difficultés financières considérables des communes, parce qu'il y a les intercommunalités qui deviennent des sujets de complexité croissant, si cette conjonction amène nos maires à ne pas se représenter, c'est catastrophique pour la République. Et alors, dans les Yvelines, j'ai échangé avec Guy Pellissier. On a la chance d'avoir des maires de très grande qualité. Et on le voit bien, mis à part 3-4 communes où la situation municipale est confuse, complexe et appelle parfois à des démissions, il y a une quasi-unanimité dans toutes les communes. Et cette qualité-là, elle fait partie de la qualité de vie dans les Yvelines. Quand on se promène dans les Yvelines, si nos paysages sont beaux, si nos villages sont magnifiques, c'est bien parce qu'il y a eu des équipes municipales pour permettre tout cela. Donc c'est vraiment à la fois consubstantiel institutionnellement, mais aussi lié à notre qualité de vie que ce potentiel départ des maires peut être une catastrophe. Gérard Larcher, il y a une situation contradictoire. On en demande, en tout cas les administrés en demandent de plus en plus à leurs élus, à leurs maires, à leur équipe municipale, et les pouvoirs des maires sont de plus en plus limités. Il y a aussi cette question des intercommunalités avec les pouvoirs qui partent à ces communautés de communes ou interco. Aujourd'hui, comment on répond à ces exigences des administrés ? D'abord, constater que les maires adjoints et les conseillers municipaux, ce sont les élus qui ont la confiance très majoritaire des Français. Et c'est d'ailleurs les seuls. Et qu'à partir d'eux, la petite République peut aider la grande République à retrouver cette cohésion. Que les maires, c'est la proximité, et naturellement, étant la proximité avec le sentiment que d'autres pouvoirs sont plus lointains, et notamment le pouvoir national, qu'il soit exécutif ou qu'il soit législatif, beaucoup repose sur les épaules des maires. Ce que je constate dans ce pays, parce que, pour tout vous avouer, samedi, j'aurais fait mon 71e réunion depuis 21 mois, ce sera dans le Tarn-et-Garonne. Je ne vais pas anticiper sur le Tarn-et-Garonne, mais je pourrais vous raconter la Meuse vendredi dernier. C'est qu'au fond, les maires, ils ont eu une année 2018 horribilis. Et horribilis parce que, entre l'étranglement financier qui venait depuis 5 ans, entre le sentiment de ne plus compter, de ne plus être entendu, qui a été un moment dans la conférence nationale des territoires, on a pensé l'exécutif pouvoir tenir conférence des territoires
sans les représentants des maires, des départements et des régions. C'était assez réussi. Le sentiment de la verticalité. Une interco, c'est vrai, dont la mise en place un peu au forceps a donné le sentiment aux maires, je pense notamment à les maires de communes moins importantes, de ne plus compter, aux conseillers municipaux de ne plus servir à rien. Eh bien, je crois que aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'ingrédients qui sont positifs. Nous avons d'abord un débat, il est en cours. Il a il reprend ce début d'après-midi, qui s'appelle l'engagement et proximité, issu d'un texte voté par le Sénat de manière transpolitique en juin 2018, qui vise à redonner aux maires de la visibilité, du pouvoir, à avoir une relation avec les compétences qui soit moins systématique, qu'elle soit obligatoire ou facultative, à redéfinir la possibilité d'évoluer d'une interco à l'autre. Tout cela doit jeter les bases, me semble-t-il, dans la perspective des nouvelles équipes municipales, d'abord de bien réaffirmer que la commune est au cœur, quelle qu'en soit la taille de la République, et que cette commune, quelle qu'en soit la taille, c'est assez symptomatique. Ma prochaine réunion va avoir lieu dans une commune de 80 habitants où il y aura 200 maires réunis. Il y a quelque chose de symbolique à ce qu'on démontre que chacune des communes est une parcelle de la République. Je pose cette question pour tous les trois aujourd'hui aussi. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Mais les maires sont inquiétés, même physiquement, menacés, et on aboutit quelquefois à des drames, comme à Signes, par exemple, durant l'été, avec cet élu, ce maire qui a perdu la vie en voulant s'opposer à un déchet, un geste sauvage de déchets de par un concitoyen. Aujourd'hui, il y a cette menace réelle pour les élus? C'est une réalité, mais regardez, vous sentez bien les tensions avec les pompiers aussi. L'agressivité, l'incivilité fait beaucoup plus partie du quotidien qu'elle ne l'était il y a 10 ans. La pression de certains réseaux sociaux, tout ceci contribue à une forme de déstabilisation. Moi, j'étais à Signes et j'ai pu mesurer l'émotion des maires. Vous le savez, la commission des lois du Sénat a lancé une enquête. 4000 maires ont répondu, 4000 maires, parmi lesquels 92% avaient fait l'objet d'agressions verbales, physiques, de menaces sur eux-mêmes ou leur famille. C'est pas rien quand même. La seconde des choses que nous observons dans cette enquête, c'est qu'il y a une part de découragement face à ça. 55% des maires n'ont pas déposé plainte. Il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est vrai, on vit dans une communauté qui est petite, mais aussi, et je ne mets personne en cause, parce que la réponse judiciaire n'a été présente, 4 plaintes sur 5 ont été classées sans suite. Donc ceci contribue au découragement. Et on ne peut pas d'un côté affirmer à un maire, officier de police judiciaire, revêtu de l'autorité de l'État, qu'il n'y ait pas une suite. Voilà pourquoi demain et après-demain, au Sénat, nous allons débattre en quelque sorte de l'obligation du suivi judiciaire d'une plainte de maire. L'effectivité, il y a 2 phénomènes qui ressortent. La non-instruction, en quelque sorte, par les parquets d'un certain nombre de plaintes. Et puis, ça concerne aussi l'autorité préfectorale, c'est l'exécution des décisions de justice quand elles sont prises. Les maires savent bien qu'en matière d'urbanisme et d'environnement, il y a des décisions prises et qu'elles ne sont suivies d'aucune exécution. Et que cette exécution, je pourrais vous raconter dans l'arrondissement de Rambouillet, heureusement on est en train d'entrer dans l'exécution de décisions, mais vous voyez bien que s'il n'y a pas l'exécution de la décision de justice, au fond, plus personne ne croit en personne, ni à l'autorité du maire, ni au dépôt de plainte enregistré par la gendarmerie et la police, et ensuite, plus personne ne croit à l'autorité de justice. Je crois qu'il faut que la République retrouve un peu ses marques. Pierre Bédier, Guy Pélissier, tous les deux, oui, quel constat vous faites aujourd'hui dans le département aussi? Oui, simplement pour dire, effectivement, déposer une plainte, c'est une bonne chose. Qu'elle soit suivie des faits en est une autre. Le monde judiciaire a ses lenteurs, a ses règles. C'est un monde particulier. Et que ce soit le maire ou un citoyen lambda qui dépose une plainte, la difficulté est la même.
Et quel est l'intérêt pour un maire d'aller déposer une plainte si en réalité sa plainte, elle sera, quand bien même serait-elle en tout cas un succès au niveau de la poursuite, elle sera jugée combien? Dans 2 ans, 3 ans après. Donc l'intérêt de cette plainte et l'effectivité de la sanction passe à la trappe. C'est aussi, à mon sens, une des raisons pour lesquelles les maires ne déposent pas plainte, ou quand ils la déposent, ils le font en toute illusion. En fait, si vous regardez un peu, c'est quand même le maire, le vrai tissu démographique, c'est quand même la mairie. Et vous avez raison, Monsieur le Président, de le dire. Aujourd'hui, à part les maires, tous les autres caracolent, tous les autres élus caracolent, mais en queue de piste. Si on est à 78%, les autres sont à 5 à 7%. Ah, mais je suis sûr qu'on n'aurait pas eu les mêmes références. Je suis sûr qu'on n'aurait pas eu les mêmes références. Il n'en demeure pas moins que c'est le ressenti. C'est pas que le ressenti, c'est une réalité. Mais c'est aussi très inquiétant. C'est aussi très inquiétant parce qu'on ne se sent pas relayé et on se dit finalement, si la démocratie représentative échoue, vers quoi allons-nous ? Il y a aussi, on parlait des attentes des concitoyens, il y a des attentes aussi sur des réalisations concrètes au sein des communes et pour ça il faut des moyens. Aujourd'hui, le département vient aider toutes les communes. On pourrait citer le département des Yvelines en exemple. Alors, le département des Yvelines s'efforce naturellement, après avoir lui-même traversé une période budgétaire extrêmement critique. Je rappelle à l'ensemble des élus qui nous écoutent, nous sommes le seul département de France dont on ait quasiment supprimé la DGF. Nous avons perdu 90% de notre dotation globale de fonctionnement. Imaginez dans vos mairies, si vous arrivez, la disparition des 90% de DGF, la panique à bord. Alors, nous avons réussi à redresser les comptes à la fois, hélas, par la fiscalité, mais c'est une fiscalité qu'en fait l'État n'a pas le courage d'assumer, cette fiscalité-là, et d'autre part par des mesures d'économie. Et depuis, nous sommes en situation de pouvoir aider à nouveau les communes et massivement, puisque l'an passé, ce sont presque 100 millions d'euros, et nous les dépasserons cette année, qui sont injectés par le département. Le département, il finance ses propres politiques, ses propres infrastructures, mais il finance aussi pour le compte des maires. On a créé, les maires ruraux le savent bien, ça je crois que le message est passé, le contrat rural plus, puisque j'ai 2-3 courriers par jour maintenant pour me dire est-ce que rétroactivement je pourrais pas récupérer un peu de sous, Monsieur le Président. Je rappelle la règle, 1er janvier 2017, et autrement redéposer un contrat rural qui sera un contrat rural plus. Donc oui, nous aidons de plus en plus fortement, financièrement, mais aussi nous les aidons à travers la structure ingénierie que nous avons créée, qui a été présidée par l'ex-président devenu sénateur Alain Schmitz, puisqu'il a dû en partir, c'est incompatible, ça fait partie de ces mauvaises incompatibilités qu'on a inventées, et c'est maintenant Philippe Benassaya, qui est conseiller départemental, qui préside Ingénierie. Et Ingénierie, c'est une façon aussi d'apporter aux maires des services que l'État ne leur apporte plus. Donc c'est aussi une façon, encore une fois pour l'État, de se délester de ses charges sur les collectivités. Nous essayons de bien le faire dans le département. Ça veut dire aujourd'hui que l'État doit repenser aussi son rapport avec les élus, les collectivités locales, les municipalités ? Vous savez, je pars cet après-midi à Bourges pour le congrès des départements. En 2014, le département devait disparaître. C'était inscrit, le Premier ministre Valls avait dit dans sa déclaration de politique générale, imaginez la région Grand Est sans département. Imaginez la région Nouvelle-Aquitaine sans département. Imaginez même la région Île-de-France sans département. Le département, c'est la proximité. Le département, c'est un acteur de vie sociale et de cohésion territoriale. La vraie réponse, c'est pas d'opposer l'État aux départements et aux régions. Je crois que nous avons besoin d'une nouvelle génération de la décentralisation. Vous savez, notre système de santé, il est centralisé. J'ai moi-même été président de la Fédération des hôpitaux publics. En matière de centralité, je m'y connais. Mais est-ce qu'on peut continuer, dans l'état dans lequel vous sentez notre santé et les réponses sur le territoire, à avoir des politiques qui sont totalement centralisées dans ce domaine-là ? Demain, nous allons voir le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, qui n'est pas, j'allais dire, un révolutionnaire avancé. Pour trouver des médecins, il est obligé d'en salarier. Et l'année prochaine, il aura 100 médecins salariés en Saône-et-Loire. Sinon, il n'y a plus de médecins en Saône-et-Loire. Il y a per capita 3 fois moins de médecins qu'il y en a dans les Yvelines par nombre d'habitants.
Et donc, vous voyez bien que la proximité, la réponse des départements, comme la réponse des régions, dans le domaine économique ou dans le domaine de l'emploi, c'est demain une nouvelle génération de la décentralisation et un État territorial renforcé. Nous avons besoin de préfectures avec des services forts. Nous avons besoin de sous-préfectures. Nous avons besoin que les préfectures soient les patrons et non pas des agences innominées dont les directeurs innominés décident de l'attribution de dotations au logement ou des décisions à caractère environnemental. En fait, on a besoin d'un État territorial fort, comme nous avons besoin de départements, de communes et de régions qui soient fortes. Je crois que sinon on ne se redressera pas et que la cohésion qui est indispensable au pays, on la reconstruira ainsi. Pierre Bédier, la transition est presque toute trouvée. On parlait des départements, de l'importance des départements. Forcément, je vous pose cette question parce qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines dans la presse, il y a eu quelques fuites plus ou moins démenties sur un rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine qui serait plus ou moins officialisé aujourd'hui. Concrètement, on en est où? Alors, ce qui a été décidé par le président de la République, ça n'est pas la fusion de nos deux départements, c'est la mise à l'étude de cette fusion. Le ministre Lecornu est donc chargé officiellement par le président de la République d'y réfléchir. Et aucune décision n'est encore prise et aucune décision ne sera prise, le ministre me l'a dit, avant les élections municipales. La fenêtre de tir sera au lendemain des élections municipales et elle appellera de toute façon une position claire sur l'organisation de la région parisienne. C'est aussi ça l'objectif de la fusion. Est-ce que nous voulons la métropole rikiki, c'est-à-dire le partage de la richesse entre Paris et les 3 départements de Petite Couronne, ou est-ce que nous considérons que la métropole doit être construite à l'échelle de la région ? Nous sommes le seul territoire de France où la métropole est interdépartementale. Lyon, c'est le département du Rhône. Lille, c'est le département du Nord. Nantes, c'est le département de la Loire-Atlantique, etc. Donc, nous sommes les seuls dans ce cas de figure. Et cette construction de la fusion, c'est une façon de créer la dynamique aussi à l'ouest parisien, car nous sommes les grands oubliés des contrats de plan. Alors, les élus le savent mieux que personne. Depuis 40 ans, au nom du rééquilibrage à l'est, on fait du déséquilibrage à l'ouest. Alors, laissons l'ouest s'organiser pour pouvoir être en dynamique d'infrastructure et en dynamique économique. On arrive bientôt à la fin, nous arrivons bientôt à la fin de cette première émission consacrée à l'Université des mairies. Un dernier tour de table, on parlait des élections municipales qui sont un enjeu pour les prochains mois. Aujourd'hui, ces élus qui hésitent à se relancer ou ces citoyens qui hésitent à s'engager en politique, vous leur dites quoi les uns et les autres ? Ah, écoutez, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de démission des maires. Les maires, hommes ou femmes, sont des gens volontaires qui aiment ce qu'ils font. C'est un véritable sacerdoce. Je crois qu'on peut compter sur eux, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine désaffection. On n'a jamais vu en réalité tant de personnes, après un seul mandat, vouloir cesser ces activités. Pour simplement une bonne raison, ils n'ont plus de moyens financiers, on en parlera tout à l'heure. Ils ont des attributions encore moindres. Et puis il y a toujours ce millefeuille administratif qui apporte un petit peu de tempérament à l'ardeur de mes deux colistiers. Ce n'est pas des colistiers, on n'est pas colistiers, mais enfin on est sur le même plateau. Et ce millefeuille administratif, à un moment ou à un autre, il faudra quand même bien y réfléchir, le simplifier. Et par définition, il y aura des suppressions, qu'on le veuille ou pas. Alors moi je dis en réalité, si vous voulez que les maires continuent réellement et croient réellement à la politique, faites en sorte effectivement que ce millefeuille soit manifestement simplifié. Et simplifié, ça sera une bonne chose pour les finances locales. Le mandat 2014-2020 a été un mandat très difficile pour les maires. J'avais dit à mon successeur, moi j'ai connu l'âge d'or, tu vas connaître l'âge de pierre. Baisse des dotations, intercommunalité forcée, abondance de normes. C'est vraiment 6 années extrêmement difficiles. Mais 6 années où les maires ont tenu. Parce que je voudrais quand même rappeler, dans l'état où était notre pays en décembre 2018, on est passé pas très loin de la bascule. S'il n'y avait pas eu les maires de France, quelle que soit leur sensibilité, qui ont tenu le coup, qui ont été les arcs-boutants de la République, et donc leur mandat, il est essentiel. Il est essentiel, quelle que soit la commune et quelle que soit la partie du territoire. Et donc, ce que nous essayons de bâtir aujourd'hui, y compris au Parlement et particulièrement au Sénat, c'est les perspectives plus claires pour 2020 et de bâtir au cours de l'année 2020 avec, bien sûr, le bloc communal, les départements et les régions,
non pas dans un conflit avec l'État, cette nouvelle génération de la décentralisation. Si on n'en passe pas par là, je ne vois pas comment notre pays pourra se redresser, pas simplement économiquement, mais j'allais dire presque moralement. Car regardez le tableau, vous sentez bien que ça craque d'un peu partout, et que le premier des sujets, c'est de retrouver la cohésion, faire communauté nationale au singulier. Toutes ces choses-là me paraissent tellement essentielles, et à la base de tout ça, il y a la commune. Herbédie, un dernier mot autour de ce sujet? Moi, je suis très, très inquiet de l'augmentation continuelle des normes qu'évoquait Gérard Larcher, parce que je pense que c'est elle qui est en train de tuer la démocratie. Et je vais en prendre un exemple que tous les maires vont comprendre. Lorsque vous décidez en début de mandat de réaliser un équipement, comme vous mettez plus de 6 ans, vous tapez tous les emmerdements qui vont vous amener éventuellement à être battus, alors que vous n'aurez pas le plaisir de pouvoir inaugurer cet équipement. Et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Le plus beau des exemples, c'est l'eau et l'assainissement. On a changé 5 fois de règles, de dotation, d'attribution en 6 ans. Sur un même dossier, on a vu s'empiler des normes qui changeaient, on a fait des études, des contre-études, des réétudes, et arrivé d'en haut une décision où le triton rare réapparaissait. Pardonnez-moi, la vie quotidienne, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux élus du territoire dans une relation avec l'État territorial incarné par le corps préfectoral. C'est ça, la réalité. Et je partage sur les normes. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas à dire qu'il faudra un ensemble normatif dont certains soient donnés au territoire et non plus décidés d'en haut. Je voudrais simplement vous dire, pour une rencontre récente avec les élus d'outre-mer, savez-vous qu'on a les mêmes normes à Saint-Martin et à Saint-Barth que nous pouvons avoir dans les Yvelines ou dans le Pas-de-Calais? Vous voyez bien que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça. Vous voyez bien, les échanges pourraient encore se poursuivre longtemps sur ce plateau. En tout cas, ils vont se poursuivre ici à Port-Marly pour cette nouvelle édition 2019 de l'Université des mairies. Rendez-vous des collectivités locales de l'Ouest parisien. Nous faisons une petite pause sur l'antenne de TV78 et les émissions vont reprendre avec un débat consacré au logement social avec de nouveaux invités. Merci à vous, messieurs. Merci.